Monsieur le Président de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, Madame la Ministre, mes chers collègues. Alors nous nous retrouvons ce matin pour l'examen en nouvelle lecture de la proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire. Ce texte nous était revenu du Sénat dans une rédaction sensiblement différente que celle que nous avions adoptée le 1er décembre en séance publique. Sur deux points qui me semblent fondamentaux, nous avons en commission rétabli le texte issu de la première lecture. À l'article 1er, tout d'abord, le Sénat avait souhaité restreindre le champ de l'application du droit à une scolarité sans harcèlement au seul rapport entre pairs. Pourtant, l'objet de l'article du Code de l'éducation n'est pas de réprimer des comportements, mais de conférer un droit à l'ensemble des élèves et des étudiants de ce pays. Celui-ci ne doit pas subir de faits de harcèlement au cours de leur formation. C'est pourquoi la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture ne vise aucune catégorie particulière en matière d'auteur. Elle ne saurait par conséquent s'analyser comme une manifestation de défiance à l'égard de qui que ce soit, et surtout pas évidemment des enseignants qui exercent dans l'immense majorité des cas leur métier avec passion et bienveillance. C'est pourquoi la commission, réunie lundi dernier, a souhaité rétablir le texte issu de l'Assemblée nationale. À l'article 4, le Sénat a substitué au délit de harcèlement scolaire que nous avions créé une circonstance aggravante du délit de harcèlement moral, tout en restreignant, là aussi, la qualification au seul rapport entre pairs. Ces modifications comportent plusieurs inconvénients au regard des objectifs poursuivis de la cohérence de notre droit pénal. En premier lieu, tout simplement, l'intelligibilité et la clarté ne s'en trouvent pas améliorées, tant s'en faut. Or, en droit pénal, c'est un impératif constitutionnel, mais aussi un gage d'efficacité, et plus encore lorsqu'il s'agit de s'adresser à des mineurs. Comment défendre ces droits quand on ne les comprend pas ? Comment percevoir l'interdit quand il est peu lisible ? Nul n'est censé ignorer la loi, me direz-vous, mais le dispositif adopté par le Sénat rend ce présupposé quasi impossible à remplir pour des enfants de 10 à 12 ans. À l'évidence, une circonstance aggravante qui s'ajoute à une infraction déjà extrêmement complexe dans sa rédaction ne saurait permettre au droit pénal de remplir sa fonction expressive. Alors, il me semble que le délit autonome de harcèlement scolaire, tel que nous l'avons défini en première lecture, est plus clair, plus pédagogique, plus expressif en somme, qu'une circonstance aggravante du délit de harcèlement moral dit général, dont le champ d'application excède très largement le milieu scolaire et universitaire. Je crois que nous sommes tous convaincus que l'action pédagogique est le plus sûr moyen de lutter contre le harcèlement scolaire. C'est pourquoi le Code pénal, qui est le recueil des interdits fondamentaux d'une société, constitue bien l'un des supports indispensables du message que nous devons transmettre. Par ailleurs, l'application de cette circonstance aggravante aux seuls élèves aggrave les distorsions de régression que j'avais soulignées dans mes différents rapports sur le sujet. En effet, les mêmes actes seront moins réprimés s'ils sont commis par un adulte de l'établissement, ayant donc a priori autorité sur la victime, que par un élève. Une telle différence dans le quantum des peines applicables me paraît difficilement acceptable. Alors ensuite, ça peut paraître anecdotique, mais une circonstance aggravante ne permettra pas d'établir des statistiques. Et nous avons besoin des statistiques pour quantifier le problème du harcèlement scolaire. Aujourd'hui, quand vous venez déposer plainte dans un commissariat ou dans une gendarmerie, il n'existe pas la case harcèlement scolaire et on est dans l'incapacité d'avoir des données fiables sur le sujet. Alors nous avons également rétabli dans la rédaction issue de nos travaux l'article 3 relatif à la formation des personnels, l'article 3 ter donnant une nouvelle mission au réseau des œuvres universitaires et l'article 6 relatif aux stages de sensibilisation ainsi que l'article 7 qui traite de la responsabilité des plateformes. Alors pour autant, plusieurs rapports du Sénat nous ont toutefois semblé bienvenus et ont donc été conservés dans le texte adopté par la Commission. C'est notamment le cas de l'article 3 bis D relatif au rôle des visites médicales dans l'identification des enfants victimes de harcèlement scolaire ou encore de l'article 2 bis relatif aux établissements français de l'étranger.
Nous avons également maintenu la demande de rapport de l'article 3 bis E relative à la prise en charge des frais de consultation et des soins engagés par les victimes de harcèlement scolaire, qui avait été déposée ici en première lecture par de nombreux collègues. Je n'y étais pas favorable s'agissant d'une demande de rapport, mais je me dois de respecter sur ce point la volonté sénatoriale partagée par plusieurs collègues sur nos bancs. Je souhaiterais aussi saluer le travail de Mme Victory et de la majorité, sachant de l'article 3 quater relatif aux assistants d'éducation introduite par le Sénat sur la base du texte adopté par l'Assemblée nationale le 20 janvier dernier. Ces personnes pourront désormais accéder à un contrat à durée indéterminée, leur permettant de poursuivre leur mission au-delà de la durée maximale d'exercice de 6 années actuellement en vigueur. J'ai pu mesurer au cours de mes travaux sur le harcèlement scolaire combien ces professionnels sont des acteurs essentiels de la lutte contre ce fléau. Et du fait de leur bonne connaissance des élèves, de leur expérience du milieu scolaire, de leur grande polyvalence, les assistants d'éducation sont particulièrement à même de détecter les situations de harcèlement à un stade précoce. Alors, je déplore cependant que les dispositions du texte de Mme Vittori relatives aux accompagnements des élèves en situation de handicap n'aient pas été intégrées à la présente proposition de loi au cours de la navette parlementaire. Professionnels indispensables à la réalisation de l'école inclusive que nous appelons de nos voeux, les AESH sont bien placés pour détecter les situations de harcèlement dont souffrent notamment de nombreux élèves en situation de handicap. En somme, mes chers collègues, le texte soumis à votre examen repose sur un travail de longue haleine, un travail collectif, qui a permis d'atteindre un équilibre satisfaisant entre les 3 piliers que constituent la prévention, l'accompagnement et la protection. Je voudrais revenir 2 minutes sur ces thèmes. La prévention, parce que la prévention est la base de la lutte contre le harcèlement scolaire. Sans prévention, nous n'y arriverons pas. Et sans prévention et sans la mise en place de cette école de la bienveillance, de cette école de la confiance, nous n'arriverons pas à lutter contre le harcèlement scolaire. Donc, c'est tout le sens des articles 1 et 3 de la PPL. Et l'accompagnement, ensuite, nous allons donner des droits nouveaux aux enfants. Nous allons leur dire qu'ils ont le droit à une école de la confiance, une école de la bienveillance, une école sans harcèlement scolaire. Et comme nous leur donnons des droits, il faut être en capacité de les accompagner. Et l'accompagnement, c'est le sens de l'article 3 sur des nouveaux moyens donnés aux personnes qui travaillent avec les enfants pour qu'ils aient les clés et pour qu'ils aient les moyens de lutter contre le harcèlement scolaire et de prendre à chaque fois qu'il est nécessaire, le plus rapidement possible, une situation de harcèlement scolaire. Et ensuite, le dernier pilier de cette loi, la protection. Nous faisons ici ce qui avait été fait dans les années 2000 autour du harcèlement moral au travail. Nous créons un droit dans le Code de l'éducation et à côté de ça, nous créons une protection et nous définissons un interdit dans le Code pénal. Ainsi, avec ces 3 piliers, prévention, accompagnement, protection, nous ne résoudrons évidemment pas tous les problèmes. Nous savons que le harcèlement scolaire se combattra par des politiques publiques importantes, par des politiques publiques qui seront fortes, qui doivent être continuées. Mais avec ce texte, nous comblons un certain nombre de lacunes juridiques qu'il nous fallait combler. Donc vraiment, je vous remercie parce que nous allons arriver bientôt à la fin de ce processus, qui est un processus de longue haleine, qui est un exemple de travail parlementaire avec un rapport gouvernemental, un texte, une PPL et un débat parlementaire que j'ai trouvé riche. Alors je vous remercie. Un large consensus en faveur de ces dispositions s'était manifesté durant la première lecture. Je souhaite qu'il en aille de même aujourd'hui.